Les Bleus rentrent à la maison, la défaite est cuisante, les tricolores ne font plus rêver, ils quittent le Portugal éliminé du tournoi, l'heure est au bilan, l'histoire des Bleus, une nouvelle page est à écrire. En Alsace, disparition d'une adolescente de 14 ans, depuis hier les recherches s'intensifient, Julie n'est pas rentrée chez elle, toutes les hypothèses sont envisagées. La Gay Pride fait le plein politique après le premier mariage homosexuel. Les leaders de droite comme de gauche étaient dans le cortège. Au son de la techno, des centaines de milliers de participants ont défilé pour cette marche des fiertés. Avant le sommet de l'OTAN, le dispositif de sécurité est maximal, comme pour l'Euro 2004 dans les airs, des AWACS, ces avions espions qui repèrent tout objet suspect. Nos équipes ont pu embarquer à bord. Les soldes depuis mercredi à Paris, dans la moitié des départements, une date précoce qui ne fait pas le bonheur de tous les commerçants. Tout se joue en 5 jours. Il reste des affaires à faire. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Bleus quittent le Portugal par la petite porte après l'humiliation d'hier. Les tricolores ont fait leurs valises et en ce moment même font route vers la France. La leçon est cruelle. L'Euro 2004 continuera sans eux. Un goût d'inachevé. Pire, l'équipe de France a donné le sentiment de perdre sans se battre. Florent Gautreau, Abdel Zouyesh. Des vacances en plus, les sourires en moins. Ce matin à Lisbonne, le hall de l'hôtel des Bleus ressemblait un peu à un hall de gare, un jour de grand départ. Zidane cherchait un billet d'avion pour Madrid. Lizarazu refaisait le match avec les journalistes. Un lendemain de défaite moins dramatique qu'en Corée il y a 2 ans, mais tout aussi triste. Aujourd'hui c'est très dur, donc le réveil est pas facile. Mais je crois qu'on est tous des grands professionnels, on va essayer de rebondir au plus vite. Et le mieux c'est de partir en vacances et d'essayer de se reposer. Et dire que les Bleus avaient choisi l'hôtel Corinthe, la ville grecque ne leur aura pas porté bonheur. Et pendant qu'on chargeait tout le matériel de l'équipe de France, Jacques Santini se confiait une dernière fois en tant que sélectionneur. Des émotions personnelles qui, que ce soit dans l'aventure sportive ou humaine, resteront toujours gravées dans ma mémoire, surtout pour mon enrichissement personnel. À 15 h, c'est le retour à Santo Tirso, le camp de base des Bleus depuis 3 semaines. Des supporters et quelques sifflets accueillent le bus de l'équipe de France. Ils pensaient bien rester plus longtemps, mais ils n'ont finalement pas mérité mieux que ce départ à la sauvette. Dans leur hôtel sous haute sécurité, les Bleus étaient coupés du monde et de leurs supporters, loin des yeux, loin du cœur. En début de soirée, l'équipe de France a définitivement quitté sa retraite dorée pour l'aéroport de Porto, où les attendait un vol régulier pour Paris. C'est la fin de l'aventure pour la sélection de Santini, un bien triste épilogue pour la génération Thuram de Sailly. Revenons sur le match, une défaite sans appel. Les Bleus se sont inclinés devant l'équipe grecque sans marquer le moindre but. Sont-ils même rentrés dans la partie? La question est dans la tête de bien des supporters abasourdis après le coup de sifflet final. Aaron Tansit. C'est un Waterloo à la sauce grecque que les Français, Santini en tête, ont bien du mal à digérer. 2 ans après la débâcle asiatique, c'est au tour du fiasco portugais. Les tenants du titre quittent la compétition. Hier soir, les dieux du football étaient grecs. On n'a pas élevé notre jeu et c'est vrai qu'en jouant comme ça, on ne peut pas passer même contre une équipe grecque. Fabien Barthez, fou de rage. Devant lui, en première mi-temps, les Bleus font pâle figure. Heureusement, le gardien français est là pour éviter le naufrage. D'abord sur sa ligne, puis sur cette frappe de Fissas. La première et seule occasion française de la mi-temps est une tête d'Henry. C'est trop peu, les Français sont à la peine, mais le pire est à venir. Les Grecs sont accrocheurs et font même parfois preuve de génie. Zagorakis grille Lizarazu. Le but de Charisteas envoie la Grèce en demi-finale. Pour les Bleus, tout est fini, même si dans les derniers instants, on veut encore y croire. Mais la tête d'Henry passe à côté. La France, cette fois-ci, ne reviendra pas. Les gens ont la mémoire courte. Les matchs à l'Euro, on aurait pu les perdre. En 2000, on les a gagnés. Là, c'est un match, à mon avis, qu'on doit gagner et on a perdu. Aujourd'hui, je veux rester digne, démontrer qu'il n'y a pas d'affolement dans une défaite et qu'au contraire, après une défaite, il faut tout de suite réfléchir à la meilleure manière de rebondir. Après la défaite, à la sortie du stade, les supporters, eux, n'avaient pas le cœur à rebondir, mais des choses à dire et des reproches à faire. On est déçus parce qu'on ne les a pas sentis motivés sur le terrain. On n'a pas eu l'impression qu'ils avaient envie de gagner. Donc on est déçus. Ici, on a eu plusieurs fois la chance. C'est des caves et voilà, arrivederci. Bonne chance la Grèce. Hier soir, les lauriers de la victoire et la gloire qui va avec étaient entièrement grecs.
Au terme donc d'un match sans suspense et sans miracle, les supporters français installés devant des écrans géants ou devant leur télévision ont eu bien du mal à y croire. Julien Benedetto. Hier soir, la Tour Eiffel était un peu le compagnon d'infortune des Bleus. Fidèles au spectacle de l'équipe de France, ils étaient des milliers à attendre une démonstration tricolore. Ils ont eu droit à une tragédie grecque. Premier acte, des supporters un peu trop confiants. Moi je dis 3-0, j'ai confiance. Et après on rencontrera les Tchèques et pareil. Deuxième acte, coup de théâtre. La Grèce ouvre le score. Je suis un petit peu inquiet là, ils jouent n'importe comment. Et les Grecs sont à fond là. Ils ont déjà failli marquer 2 buts et je sens très mal. Le dénouement est fatal aux Bleus. La France est éliminée. C'est magnifique, contre les Français, on n'attendait pas ça, c'était un match difficile, mais on y a cru jusqu'au bout. On est vraiment à fond derrière la Grèce, on est les plus forts, on va la gagner. Un peu trop confiants, certains Français étaient allés voir le match chez les Grecs. Allez les Bleus! Dans ce restaurant de Paris, les vainqueurs ont cassé des assiettes pour célébrer la victoire et les battus ont cassé du sucre sur le dos des joueurs français. Aucun fond de jeu, mauvaise équipe. La France, plus mauvaise équipe. Qualifiée par miracle. Aucun fond de jeu, point barre. Dehors, et c'est normal. Dans ce camping de Poitiers, les mobilhomes se sont vidés à l'heure du match. La première mi-temps, ça n'a pas été terrible, mais maintenant, la pêche. Allez, ouais! Sagement assis, on a attendu la victoire des Bleus, qui n'est pas venue. Alors forcément, on est déçus parce qu'on venait supporter le match, donc habillés en bleu, blanc, rouge, avec nos petits drapeaux, tout ça, maquillés, donc on est déçus. La victoire de la Grèce n'a pas fait que des malheureux côtés français. Certains se sont déjà trouvés un autre favori. Et pendant ce temps-là, la Grèce, elle, explosait littéralement de joie. Dans une même ferveur, d'un bout à l'autre du pays, on a célébré la qualification de l'équipe pour les demi-finales. La fête a duré toute la nuit. Christelle Bertrand. Hélas, ça veut dire Grèce. Et dans ce pays-là, hier soir, c'est un cri de joie. Je suis fier d'être grec. Notre équipe l'a fait, on est en demi-finale et on le mérite. D'Athènes jusqu'aux plus petites îles, la foule s'est emparée des rues. Toute la nuit, drapés dans leurs couleurs, les Grecs célèbrent leur exploit. Ils ont encore du mal à croire qu'ils ont battu la célèbre bande à Zidane. Il n'y a pas eu de match. Tous les ballons étaient pour nous. On les a rendus fous, les Français. Ici, depuis des années, une demi-finale, on l'avait remisée au calendrier grec. Aujourd'hui, les joueurs tutoient les dieux de l'Olympe. On a redécouvert notre équipe qui n'avait rien fait depuis tant d'années. Merci à tous. Poursuivant dans 5 jours, c'est juste le temps qu'il faut pour laisser reposer les cordes vocales. L'équipe de France doit désormais tirer les leçons de sa défaite. Ni panache ni gloire. Les Bleus ont donné le sentiment d'être fatigués, absents, au point que certains se demandent si une page de l'histoire des tricolores est en train de se tourner. Le début de la fin de la génération Coupe du Monde. Manuel Tissier, Nadine Picard. Les Bleus ont manqué leur sortie, c'est une certitude. Cet après-midi, au départ de Lisbonne, les visages étaient fermés. Le réveil est brutal. Les joueurs semblent avoir la tête ailleurs et paraissent déjà enfermés dans leur bulle. Fini la compétition, reste à trouver des explications. Les 3 dernières minutes de France-Angleterre ont masqué la réalité. Rien n'a marché comme prévu. Les Bleus n'étaient pas au jeu, et depuis longtemps. Le départ annoncé de Santini a-t-il pesé sur l'ambiance? Pas pour lui. Les grands joueurs sont trop sollicités, dit-il. Ce n'est pas non plus une surprise de voir que déjà en 2002 et là en 2004, que la majorité des grandes équipes dont l'effectif est composé de ces joueurs n'arrivent pas à imposer leur qualité et à aller loin dans ce genre de compétition. Les erreurs individuelles ont coûté très cher à l'équipe de France. La défense n'a pas tenu le choc. Les Bleus ont encaissé au moins un but à chaque match, et pas seulement à cause de Marcel Desailly. La génération dorée des campagnes 98 et 2000 arrive en fin de course. 5 joueurs ont plus de 31 ans. Et les plus jeunes n'ont pas eu leur réussite habituelle. Henry malheureux, souvent bien pris par les défenses adverses, les Bleus redeviennent une équipe ordinaire. Il n'y a pas autant de différence que ça maintenant entre le niveau des autres équipes et puis notre niveau. Même si on a du talent, une équipe de très haut niveau, c'est aussi l'addition
qualité mentale, de qualité technique, de talent, de qualité athlétique. Place aux jeunes sera sans doute le mot d'ordre du prochain sélectionneur. Il attendra aussi de savoir s'il peut compter sur un Zidane motivé pour la Coupe du Monde 2006. Et nous vous retrouvons en direct de Porto. Florent Gautreau, les Bleus sont donc dans l'avion de retour. L'Euro continue sans eux. Comme en Corée en 2002, il y a peut-être un syndrome de l'échec? Oui Béatrice, parce que le jeu pratiqué par les Bleus ici a été d'une rare pauvreté comme en Corée en 2002 et Michel Platini le disait lui-même avant même le quart de finale, les Bleus ne pratiquent pas un meilleur jeu qu'en 2002, ils ont juste un peu plus de chance. Mais l'échec de cet Euro, c'est aussi l'échec de Jacques Santini qui n'a pas su trancher dans le vif. On se demande encore pourquoi il a aligné Marcel Desailly contre la Croatie alors que le défenseur central était en méforme, ou pourquoi par exemple il n'a pas remplacé plus tôt dans la compétition David Trezeguet par Luis Saha, pourquoi il n'a pas laissé en fait plus de temps de jeu aux jeunes joueurs du banc de touche en fait. Quel avenir donc pour les Bleus? Mais écoutez, quel que soit le sélectionneur, que ce soit Laurent Blanc ou Jean Tigana, il devra choisir. Lui, il devra trancher, soit se servir des anciens comme Thuram, Barthez, Lizarazu, s'ils veulent continuer évidemment, pour épauler une nouvelle génération, ou bien arrêter avec cette génération, arrêter avec la génération de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000 et construire avec des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs qui auront plus d'envie que ceux qu'on a vus ici en Corée. En tout cas, c'est en fait le but du nouveau sélectionneur, ce sera aussi de convaincre, on l'a vu dans le sujet, Zinedine Zidane, car on ne sait toujours pas si le meneur des Jeux des Bleus va continuer sa carrière sous la tunique bleue. Merci Florent Gautreau. Dans l'actualité de ce samedi en Alsace, une adolescente n'est pas rentrée chez elle à Schirmeck. Les recherches ont commencé depuis hier soir. D'importants moyens sont mobilisés. Les habitants y participent et l'inquiétude grandit. L'adolescente est une enfant sage et Julie est pour l'instant introuvable. Le point Christine Boss, Virgiliado. Julie, 15 ans, est recherchée depuis hier soir dans la vallée de Schirmeck. 2 pelotons de garde mobile sont venus renforcer le dispositif de recherche. L'adolescente a été vue pour la dernière fois hier à Russe, où elle a passé l'après-midi avec une amie. Partie à 17 h, elle avait 3 km à parcourir à vélo jusqu'à son domicile, où elle n'a pas réapparu. Accident, enlèvement ou fugue, aucune thèse n'est exclue. On a quand même affaire à une jeune fille de 15 ans qui est dégourdie et donc on n'est même pas à 24 heures de la disparition, donc on élimine encore aucune possibilité. La collégienne qui vit dans ce quartier résidentiel de Schirmeck est une élève studieuse, une jeune fille apparemment sans histoire. Assez sérieuse, ouais. Intello un peu, hein. Elle est sympa. Mais... Et une fugue, c'est possible à votre avis? C'est bizarre de sa part. Tout au long de la journée, les volontaires ont afflué spontanément en masse pour aider et participer aux recherches. Tout le monde ici a en tête la disparition tragique de Jeanne-Marie il y a une semaine. C'est une enfant de la vallée, voilà. C'est tout. On pense aux nôtres, donc on a envie de la retrouver vite. Pour cela, tout est ratissé. Les abords de la gare, les caves et les berges de la rivière. Ce soir, les enquêteurs ont une seule certitude, le trajet effectué par Julie a été identifié par un chien policier et la piste s'arrête à quelques centaines de mètres du domicile familial. Et à une cinquantaine de kilomètres de là, un peu plus d'une semaine après donc la disparition de Jeanne-Marie, les gendarmes sondent le Rhin à la recherche du corps de la fillette. Malgré les mises en examen des 6 personnes appartenant à la même famille, bien des points ne sont pas élucidés. Jeanne-Marie aurait été fauchée par la voiture des 2 frères qui roulaient sans permis, puis son corps dissimulé. Les familles des victimes du Buget de Brest se sont recueillies hier sur les lieux où repose l'épave du chalutier. Le renflouement du bateau se fait par étapes et l'épave pourrait être acheminée vers le port militaire de Brest en milieu de semaine prochaine, si la météo le permet. Aucun corps, pour l'instant, n'a été repéré. Paul de Genève, Hugues Buchard. En silence, ils ne quittent pas du regard les opérations de renflouement du Buget-les-Braises. 3 jours qu'ils sont en mer pour s'approcher de leur mari ou de leur fils disparu. C'est comme ça la vie de marin. Ailleurs, peut-être c'est pareil aussi, mais ici, souvent on ne trouve pas les corps, c'est ça. Et le deuil dure beaucoup plus longtemps. Le Discovery est toujours à la verticale de l'épave. Les travaux de renflouement ont pris beaucoup de retard. Aujourd'hui, le chalutier a été redressé. Et si la météo le permet, il devrait être remonté demain, puis déposé sur une barge avant de regagner la France. Les familles avaient prévu de jeter des fleurs à la mer quand le Buget-les-Braises referait surface. Mais hier soir, elles ont dû se rendre à l'évidence.
elles ne verront pas l'épave du chalutier. On sait que le bateau sera déjà à l'abri ce soir pour repartir demain et ils ont du retard, c'est compréhensible, mais tant pis pour nous. On aura fait ce qu'il fallait à faire, c'est tout. Ce soir, ces familles ont finalement décidé de rentrer. Avant de partir, elles se recueillent une dernière fois là où leurs proches ont disparu. L'épave du Bugale-Braise, elles l'attendront mardi ou mercredi sur les quais de Brest. À Paris, une Gay Pride très politique aux couleurs de l'actualité. Après le retentissement du premier mariage homosexuel, les leaders, toutes tendances confondues, faisaient partie du cortège, mais pas à la même place. Daniel Wolfrom, Mathias Barrois. Bonjour France 2, Télépublic, bonne Gay Pride. Classique la Gay Pride, bon enfant et chaleureuse, comme à son habitude. Allez, on se lâche. La grande parade défile donc dans Paris, imperturbable. Toutefois, cette année, mariage gay et projet de loi sur l'homophobie cristallisent le débat politique. La noblesse de la politique, c'est aussi d'être quelquefois en avance sur l'opinion, et c'est de savoir mettre sur la table démocratique, sur la table de la République, des débats de société. En tête du cortège, fidèle au poste, des responsables de gauche. Si on arrive à vaincre les discriminations homophobes dans les mots ou dans les actes, si on arrive à établir l'égalité sur le mariage, la parentalité, tout le monde est plus intelligent. Mais aux côtés de ces habitués des longues marches revendicatives, un groupe plus discret représente la droite libérale. On est là pour se battre contre les discriminations, parce que le Premier ministre ne souhaite plus qu'il y ait de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et le sexisme, et ça je crois que c'est un signal fort. Loin des grands débats sur le mariage et des projets de loi divers, ce vieux couple se pose lui des questions plus terre à terre. Nous avons 40 ans de vie commune. Nous payons les mutuelles en double. Nous payons tout en double. Aucune revalorisation de retraite complémentaire, de reversion de retraite. Celui qui reste tout seul, c'est catastrophique. Mais la Gay Pride reste surtout l'occasion d'exhiber tous ces fantasmes et de faire preuve de l'imagination la plus débridée. Image d'une communauté qui représente un poids économique et politique de plus en plus important. Et en Allemagne, ce sont quelques 200 000 personnes qui se sont retrouvées à Berlin en tête de cortège au rythme de la techno. Le maire de Berlin qui a avoué son homosexualité en pleine campagne municipale. L'an passé, précisons que la Gay Pride avait accueilli plus du double de participants. Politique, même si le Conseil national de l'UMP se déroule à huis clos aujourd'hui, la question de la présidence de l'UMP domine tous les débats. La venue de Nicolas Sarkozy a suscité l'engouement d'un grand nombre de cadres du parti, mais le débat entre chiraciens et sarkoziens est loin d'être tranché. Alexandre Cara. Des journalistes tenus bien à l'écart, des forces de l'ordre pas vraiment discrètes. Aujourd'hui, le Conseil national de l'UMP avait surtout des allures de camp retranché. À l'intérieur comme à l'extérieur, tous attendaient Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'économie, toujours non officiellement en campagne pour la conquête de l'UMP, a pu une nouvelle fois vérifier sa popularité auprès des cadres du parti. La salle a terminé debout par une standing ovation, comme on dit, paraît-il. Même les chiraciens de longue date envisagent désormais avec sérénité de voir le ministre de l'économie succéder à Alain Juppé. On peut être fidèle à l'un, et puis on peut être loyal avec l'autre, et enfin espérer que Nicolas Sarkozy puisse prendre le relais. Quant au futur ex-président de l'UMP, il aimerait bien parler d'autre chose que de son éventuel successeur. Je vais peut-être m'arrêter de vous parler de Nicolas Sarkozy. C'est un ami que j'adore, mais il ne m'obsède pas du matin au soir. Alors, si vous voulez qu'on parle de l'UMP, on peut en parler. Puis sinon, je vais laisser les spécialistes de M. Sarkozy vous parler. Suite du Conseil de l'UMP demain, avec la présence d'une bonne partie du gouvernement, mais sans Nicolas Sarkozy, excusé pour cause d'agenda trop chargé. Et puis Jean-Pierre Raffarin, concernant maintenant le calendrier des prochaines élections locales prévues en 2007, a déclaré que celles-ci seraient repoussées de 6 à 12 mois. Il y a en effet les présidentielles, les législatives et les sénatoriales, difficiles de faire tout en même temps. En Irlande, l'Union européenne et les États-Unis trouvent un terrain d'entente. Ensemble, ils affichent leur unité à 4 jours du transfert de souveraineté au gouvernement irakien. Seule fausse note, des manifestants dans les rues de Dublin. Laurent Boussier. À l'extérieur, des milliers de manifestants anti-guerre, anti-Bush qui crient leur refus de la présence américaine en Irak. Au milieu, des centaines de policiers et militaires qui assurent la sécurité.
Et à l'intérieur, dans le décor majestueux d'un château du XVIe siècle, George Bush et son hôte Bertie Ahern, le Premier ministre irlandais, dont le pays assure quelques jours encore la présidence de l'Union européenne. Sourire de circonstance et déclaration d'amitié pour ce sommet où le président américain était surtout venu demander de l'aide pour sortir du bourbier irakien. L'OTAN a la capacité et je pense la responsabilité d'aider les Irakiens à vaincre la menace terroriste que connaît leur pays. George Bush, qui a désespérément besoin d'un succès diplomatique, a une fois de plus beaucoup parlé de lutte contre le terrorisme. Réponse mitigée des Européens. Si je résume l'attitude des Européens, c'est effectivement parlons de l'avenir et assurons-nous que ce sont bien les Irakiens qui ont leur destin en main. Les divergences restent donc significatives, même si ce sommet a permis la signature d'un accord sur Galileo, le système européen de positionnement par satellite. Pour George Bush, ce sommet est déjà positif. Il lui permet d'affirmer à l'opinion publique américaine qu'il a le soutien des Européens pour essayer de sortir de la crise irakienne. George Bush qui fait route actuellement vers la Turquie où il devrait arriver en fin de soirée. Il participera lundi et mardi prochain au sommet de l'OTAN. Auparavant, le président américain est attendu à Ankara. Ceci nous amène à l'Irak où 3 otages turcs ont été enlevés. Les ravisseurs menacent de les décapiter si Ankara ne retire pas ses forces dans les 72 heures. Une bande vidéo du groupe dirigé par Zarqawi, lié à Al-Qaïda, est parvenue à la chaîne de télévision Al Jazeera. On y voit, c'est donc ces 3 otages entourés d'hommes armés. En Turquie, un dispositif de haute sécurité a été mis en place alors que plusieurs milliers de manifestants se sont retrouvés dans le centre d'Ankara. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Cochard et Gilles Jacquet. George Bush n'est pas encore arrivé en Turquie et déjà les échauffourées commencent. 5000 personnes sont venues manifester contre le président des États-Unis attendu cette nuit à Ankara. Et devant le durcissement de la manifestation, 13 000 policiers se sont occupés de disperser. On ne badine pas avec la sécurité. Il faut dire que la journée avait commencé fort. Ce matin, les démineurs turcs ont dû se rendre sur un colis suspect. Une banderole où l'on lit « OTAN assassin ». Pas de victimes cette fois-ci. La bombe revendiquée par l'extrême gauche est de faible puissance. Dans le centre-ville, le dispositif de sécurité se renforce à proximité de la zone où doit se tenir lundi le sommet de l'OTAN. Près de 200 rues sont fermées aux voitures et les piétons montrent patte blanche. Je trouve que c'est bien ces fouilles. C'est ce qu'il faut faire. Quant à la zone de sécurité en question, elle est désormais inaccessible sans autorisation. On est sorti ce matin et maintenant on ne peut plus rentrer. Il y a nos affaires et nos portefeuilles de l'autre côté. Tout est donc mis en œuvre pour ne pas subir les désordres connus aujourd'hui à Ankara. Ce qui est certain, c'est que les Turcs n'ont pas l'intention de rater l'organisation de ce sommet international. Preuve supplémentaire, si besoin en était, la grande manifestation prévue demain à Istanbul a été interdite, ou plus exactement déplacée de l'autre côté du Bosphore. Autrement dit, à moins de venir à la nage, le gros des manifestants ne devrait pas perturber l'organisation du sommet. Et parmi les dispositifs de sécurité pour quadriller Ankara et Istanbul, l'utilisation dans les airs d'AWACS, ces avions espions qui repèrent tout déplacement suspect, tout objet volant. Ces appareils, depuis les attentats du 11 septembre, sont devenus indispensables à la surveillance de tous les grands événements. Ces jours-ci, du sommet de l'OTAN à l'Euro 2004 au Portugal, une de nos équipes, Stéphanie Davogno et Philippe Lurpeau, ont pu embarquer à bord. Ce sont les anges gardiens de l'armée de l'air française. Leurs ailes, celles de l'AWACS, un Boeing 707 équipé d'un étrange champignon. C'est un radar géant capable de repérer tout objet volant à 400 km autour de l'avion. Ce soir, cap sur Lisbonne pour le match de l'Euro France-Grèce. Autour du stade, un espace aérien interdit. Aucun avion ne doit survoler le cercle rouge. À l'écart, l'AWACS repère les éventuels intrus. Comme tout radar qui veut détecter, on ne peut pas détecter vertical notre position. Donc il faut prendre un certain recul pour pouvoir avoir un balayage et pouvoir voir le maximum de choses. L'intérieur de l'AWACS est bourré d'électronique. C'est une mini-tour de contrôle. Une quinzaine d'experts militaires analysent toutes les informations fournies par les radars. Alors ce que vous voyez, ces petits points jaunes, ce sont des avions. C'est tout ce qu'on détecte comme avion avec notre radar. Ce soir, si un avion viole l'espace de sécurité, seuls les Portugais pourront décider d'agir. Ça peut aller jusqu'à l'extrême solution qui est la destruction de l'aéronef en vol.
Jusqu'à présent, l'AWACS était utilisé sur les zones de guerre. Depuis les attentats du 11 septembre, il surveille aussi les grands événements médiatiques, comme l'anniversaire du débarquement et aujourd'hui, l'Euro 2004. Ironie du sort pour l'équipage de cet avion, dont le radar voit tout. Du match, on ne verra rien, à peine peut-on distinguer Lisbonne. Mais dans les casques, les informations ne sont pas uniquement d'ordre militaire. On a perdu 1-0. Là, ce sont les Portugais qui viennent nous l'annoncer. Pour l'équipage, le match fut sans incident, sauf la défaite des Bleus. Une fois la rencontre terminée, l'avion rentre vers la base aérienne française. Après l'Euro, les AWACS veilleront sur le sommet d'Istanbul la semaine prochaine et cet été sur les Jeux Olympiques d'Athènes. En Irak, montée en puissance des attentats contre les partis politiques à quelques jours maintenant de la passation de pouvoir au gouvernement irakien. À Bakouba, le siège du parti chiite a été attaqué, 4 personnes ont été tuées. Puis c'est le siège proche du parti du Premier ministre qui a été dynamité. Les soldats américains et les policiers ont renforcé leur surveillance près des bâtiments publics et on apprend à l'instant qu'une voiture piégée a explosé dans une ville irakienne. À Miya, il y aurait de nombreuses victimes. Ceci nous amène à l'interview de Bill Clinton, l'ancien président américain, en effet accordé un long entretien à Michel Drucker à l'occasion de la sortie de son autobiographie. La question irakienne, la question des relations franco-américaines fait partie des grands thèmes abordés. Voici un extrait. Pendant qu'on reprochait aux Français d'avoir un point de vue différent, c'est en fait en Afghanistan que se situaient les vrais problèmes, les vraies menaces sur notre sécurité, venant de Al-Qaïda, venant des talibans, venant de Ben Laden. Pendant ce temps, en Afghanistan, les armées françaises et américaines entraînaient ensemble la nouvelle armée afghane. Avec la France, nous avons plus de choses en commun que de sujets de discorde. Et c'était aberrant de laisser ces différends prendre de telles proportions. Quand j'étais président, d'abord avec le président Mitterrand, puis avec le président Chirac, qui est un grand ami, nous avons travaillé sur de nombreux dossiers et nous avons eu des différences d'opinion. Comment deux présidents représentant deux cultures et deux nations différentes pourraient ne pas avoir des points de vue différents? Ce que nous avons en commun est bien plus important que le reste. Et l'intégralité de cette interview exclusive sera diffusée demain à 19h15 dans Vivement Dimanche. En Côte d'Ivoire, un soldat français a été tué hier. Il participait à l'opération Licorne. Il s'agirait d'un acte isolé d'après les autorités militaires françaises. Le reste de l'actualité en France, en cette période des premiers départs sur la route des grandes vacances, les gendarmes des Bouches-du-Rhône ont employé les grands moyens pour traquer les infractions sur l'autoroute A7. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan. Circulation très fluide cet après-midi. Pourtant, à une centaine de mètres au-dessus de l'autoroute A7, les gendarmes ouvrent l'œil. Depuis les airs, ils peuvent observer et signaler les comportements dangereux. Alfa Romeo couleur gris clair, qui roule à une vitesse de 160 km/h et constamment sur la voie rapide. C'est reçu. Au sol, 3 motards et 3 véhicules rapides pour interpeller puis verbaliser. La majorité des automobilistes respectent désormais les limitations, mais ce conducteur belge roulait à une vitesse estimée à 160 km/h. Il devra s'acquitter d'une amende de 90 €. Vous saviez que vous alliez trop vite? Oui, au départ, oui. C'est ça, au départ, oui. Dommage. Hein. Ce jeune homme, lui aussi, roulait trop vite et en permanence sur la voie de gauche. C'est une infraction de oui. à gauche? Oui, à partir du moment où la voie de droite est libre, vous devez vous conformer et circuler à droite. Vous n'avez pas à persister sur la voie centrale. Des gens qui circulent sur voie centrale à des vitesses de 100, 110 km/h, ce sont des dangers pour des véhicules qui arrivent à 130 derrière. Ça nous crée des ralentissements alors que s'ils circulaient sur voie de droite, ces ralentissements n'ont pas lieu d'être. En 2 heures, 18 PV d'infraction ont été dressés. Gros moyen pour un maigre bilan. Mais il s'agit avant tout pour les gendarmes de se montrer avant les grands départs de l'été. Depuis mercredi ont démarré les soldes d'été à Paris dans la moitié des départements. Une date particulièrement précoce et qui n'a pas fait l'unanimité chez les commerçants. Après les files d'attente du premier jour, il y a encore de bonnes affaires à faire. Vincent Fourcade. Quelle voiture tu fais? 43, c'est possible. Essayer. Un vendeur! Premier samedi de solde. Pour tous les commerçants, une journée à ne pas rater. Un impératif, écouler au plus vite tous les invendus de la saison. Bon, dépêchez-vous là, on a besoin de votre oseille, hein, dépêchez-vous, hein. Achetez une paire, monsieur. Ici, les affaires démarrent plutôt bien, avec des ventes multipliées par 3 depuis le début des soldes, mercredi. C'est moins cher, il y a plus de choix, il y a plein de...
plein de nouveautés, c'est l'été donc... Une première semaine de soldes capitale pour ces commerçants, car leur chiffre d'affaires du mois va se jouer en seulement quelques jours. Ça dure maintenant 10 jours les soldes. En fait c'est 6 semaines légales et ça dure 10 jours. Et sur les 10 jours, les 5 premiers sont les plus importants. Ça représente 70% du chiffre d'affaires. Même logique dans ce grand magasin parisien où l'essentiel des ventes repose sur les 10 premiers jours avec en point d'orgue ce week-end de soldes. En temps normal, nous avons une affluence qui est aux alentours de 30 000 personnes par jour et que l'affluence record sur ces 5 premiers jours, donc de mercredi jusqu'à dimanche, là, sur ces jours-là, on avoisine les 80 000 personnes dans le magasin. Pour cette seule journée, plus de 100 000 articles devraient ici trouver preneur. Il se vend ainsi une paire de chaussures toutes les 6 secondes, des records dont certaines se passeraient volontiers. C'est terrible parce qu'il y a trop de monde, les gens sont affolés, il faut absolument acheter et ça me pompe. Mais les commerçants, eux, ont le sourire car des soldes réussis effaceraient en partie les mauvaises ventes du printemps dernier. Du rugby cet après-midi avec la victoire du Stade français qui conserve son titre de champion de France, le 12e de son histoire en battant Perpignan 38-20. Christophe Duchéran. En rugby aussi, Paris sera toujours Paris. Ce club très particulier qui traverse la saison avec débat et qui la termine avec le bouclier de Brennus au palmarès, qui inquiète parfois au plus haut point et qui rassure ses supporters au-delà de leurs espérances. Si tant est que les Catalans aient cru à la victoire, ça n'aura pas duré bien longtemps. En début de rencontre, ils vont mener au score pendant 2 minutes et pas plus. Une pénalité de Gian Antonio, les drapeaux sang et or sont sortis. Et c'est alors qu'arrive Super Diego. Diego Dominguez, l'économe en chef du Stade français, qui ne gaspille aucune occasion en route. Pénalité ou drop. Au repos, les Parisiens mènent 15-6. Et Diego, qui faisait ses adieux au rugby, comme les compagnons de la chanson pour leurs adieux au music-hall, à rallonge, leur a marqué 23 points. En deuxième période, le Stade français continue de faire la différence. 2 essais en 8 minutes. Le premier en force grâce à Bergamasco. Le deuxième en vitesse grâce à Corletto. Les Bleus mènent alors 38-6. Autant dire que Perpignan a perdu le match et ses illusions, mais pas sa fierté catalane. 2 essais inscrits en fin de rencontre. L'ailier Baumati suit un joli mouvement collectif. Et puis Edmonds en solo un peu plus tard. Score final 38-20. Le Stade français conserve son titre de champion de France. On a eu la main mise, je pense, sur la plupart du match parce que dans les secteurs de la conquête, dans le secteur de la défense, on se sentait toujours serein, on se sentait toujours présent. Diego Dominguez porté en triomphe après le match, dans une belle ambiance. En tribune, un supporter catalan pleure comme un gosse, comme si on lui avait cassé son jouet. À la fin de ce mois, les troupeaux quittent les vallées alpines pour rejoindre les alpages en altitude. C'est la grande transhumance. Exemple à La Plagne, en Savoie. Benoît Gadret, Philippe Fivet. 7 h ce matin, c'est le jour de l'an montagnier, la transhumance de la vallée vers les alpages. Les vaches sont comme enivrées, pressées de partir. Elles n'en font qu'à leur tête, aux grandes dames des bergers. À l'avant du troupeau, Gilles, l'un des éleveurs, tente de ralentir le rythme. Bah, ça va vite, très vite. On transpire autant que les bleus hier soir. 3 heures de marche et un sérieux dénivelé. Il y a là 160 vaches de race tarine et abondance. Des bêtes rustiques, plutôt agiles. Derrière, Sylvain a une lourde responsabilité. C'est de rassembler les dernières qui traînent, les traînardes, pour pas en oublier, quoi, pour que tout arrive à bon port. Le troupeau franchit un col à 2300 mètres d'altitude, avec au fond pour cadre le massif du Mont Blanc. Sur l'autre versant, les vaches filent en contrebas vers l'alpage. C'est ici qu'elles vont passer l'été. On aime ces journées-là. Et puis la montée en alpage, ça fait partie de notre rythme, quoi. On ne peut pas imaginer une vie, nous, d'agriculteurs ici, sans monter en montagne, sans aller en alpage. Sylvain et Gilles ont retrouvé d'autres bergers pour un casse-croûte dans le chalet d'alpage. Des bergers qui restent ici 100 jours, parfois sans redescendre dans la vallée. C'est calme, c'est paisible. On voit pratiquement jamais personne. Au moins là, on est tranquille. Puis je pense, on a déjà... L'année dernière, ils avaient la canicule en bas, nous on était bien là. À 20 degrés, on était tranquille. La canicule qui, l'été dernier, avait un peu grillé l'herbe. Mais cette année, les alpages ont retrouvé leur couleur.
À Lyon ce soir, Étienne Dao, le chanteur pop au physique d'éternel adolescent, est en tournée à travers la France. Avant une pause au Zénith, mardi soir, Abdel Mostefa et Jean-Jacques Le Garec l'ont rencontré à Rennes, sa ville d'adoption. Peut-être bien. Rafraîchissez-moi donc la mémoire. Assis devant une toile de Vitrène à Rome, Londres, Rennes. Oui, c'est ça, Rennes. La ville tremplin, celle où votre famille a débarqué après la guerre d'Algérie. Celle où, avant de monter à Paris, vous avez commencé à vous faire un nom. Et maintenant, à chaque fois que vous revenez au bercail, hop, vous avez le droit à la machine à remonter le temps. Comme des boomerangs, on vous renvoie à la fin des années 70, la scène rock qui bouillonne alors, les premières transmusicales en 80 et bien d'autres images encore. Et revenir ici, c'est chargé de beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Cette salle, par exemple, c'est une salle où j'ai reçu mes premiers prix scolaires quand j'étais en primaire, par exemple. Donc il y a un truc un peu spécial. Pas nostalgique pour un sou, Dao. Même s'il répond poliment aux questions flashback, il préfère parler de sa musique au présent. De son 9e album aux sonorités plus brutes que le précédent. Malgré tout, et parce qu'il sait que le public vient aussi pour ça, aux côtés de ses nouveaux titres, Dao accorde une large place à des anciens tubes, soigneusement liftés. Certaines chansons où je me dis, tiens, celle-là, bon, vraiment, c'est un peu, voilà, je l'ai trop faite. Mais finalement, en la rechantant, je retrouve la même émotion et le même petit truc qui fait qu'on est bien avec, quoi. Et finalement, vaut mieux être bien avec. Parce que les tubes, c'est comme les tatouages, ça vous poursuit toute une vie de chanteur. Avant de refermer ce journal, un salut amical à nos confrères du journal du dimanche qui fêtent leur 3 millième numéro demain. Sorti pour la première fois en 1950, le journal du 7e jour a couvert tous les grands événements, de la mort de Staline ou de Marilyn Monroe à l'homme sur la Lune. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, 20h55 Fort Boyard, présenté par Olivier Mine et Sarah Lelouch. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Se quitte sur ces images de la légende du Roi Lion, un nouveau spectacle à partir du 1er juillet à Disneyland Paris. Votre soirée sur France 2. José Touré et Juliette Arnaud cherchent leur clé à Fort Boyard. Ardisson finit l'année avec Vanessa Paradis, Michel Serrault, Patrick Timsit, Laurent Deutsch, Jean-Paul Gaultier, Tony Marshall, Yvan Attal et Cécile Gassel. France 2. Fort Boyard, tout le monde en parle. Et pour finir, laissez-vous porter par les berceuses mélancoliques de Césaria Evora, la diva aux pieds nus.